Radio27.be, bien entendu. « 27 for Life » sur radio27.be. Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Radio 27, la web radio de l'éducation permanente. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette journée spéciale 27 for Life. Pour les 30 minutes à venir, j'aurai le plaisir de partager l'antenne avec Annabelle de laïcité Brabant-Wallon. Bonjour Annabelle, comment vas-tu ? Salut Thierry, ça va très bien, merci. J'en profite tant que j'ai la parole pour donner rendez-vous à nos auditeurs. Ils peuvent interagir avec nous via le chat de la radio ou alors notre page Facebook et poser toutes leurs questions, nous faire part d'un commentaire ou d'une remarque. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous. Merci Annabelle. Écoutez les conseils d'Annabelle, ils en valent la peine. Viva for Life revient pour la deuxième fois à Nivelles et sur les ondes de Vivacité. L'occasion pour Radio 27 d'organiser pour la deuxième fois également son marathon 27 for Life. But de l'initiative ? Proposer une parole différente et engagée sur les questions de la précarité et de la pauvreté. Nous aurons ainsi de 13h30 à 18h une dizaine d'émissions qui vont se succéder à un rythme effréné. Et pour en discuter, d'abord, nous recevons Christine Maïs, secrétaire générale et politique du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, on t'a demandé d'être marraine de cette journée spéciale de mobilisation. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre proposition. Avec plaisir, marraine de quelque chose de très particulier, mais de bien engagé, donc c'est avec plaisir. Très bien, on est super content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Super content, effectivement. Surtout, on a la personne de la situation, d'une certaine manière. Tu connais la pauvreté, tu es secrétaire général, donc quelque part tu pilotes un réseau, ou encore, est-ce qu'on peut même dire qu'un réseau se pilote ? C'est plutôt auto-organisé d'une certaine manière. Alors, la pauvreté dont Viva for Life nous parle déjà depuis 6 éditions, au fond, cette pauvreté, c'est quoi précisément ? Si on peut essayer d'en faire le tour, est-ce que par exemple, tu peux nous donner quelques éléments chiffrés ? Ça représente quoi ? Parce qu'au fond, on a l'impression qu'on la sert à toutes les sauces. Oui, tout à fait. Donc c'est bien d'avoir des éléments chiffrés. Je vais en partager quelques-uns, pour avoir des points de repère. Mais peut-être d'entrée de jeu, avant de donner les éléments chiffrés, j'ai envie de dire que la pauvreté, c'est avant tout une violence. C'est avant tout une violence parce que c'est avant tout quelque chose qui ne devrait pas exister dans des sociétés où les richesses sont suffisantes pour que ça n'existe pas et dans des sociétés qui ont prévu une sécurité sociale, qui ont prévu normalement des politiques sociales qui peuvent soutenir les gens qui ont un pépin à un moment donné dans la vie. Et on voit qu'aujourd'hui, par contre, il y a une tache d'huile qui est en train de s'agrandir puisqu'on a des gens dans l'extrême pauvreté depuis très longtemps que tout le monde finalement a oublié parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en temps voulu, en suffisance, à travers des politiques structurelles pour qu'ils puissent en sortir. On a des gens qui connaissent une pauvreté intense depuis plusieurs années parce que les revenus sont trop bas, les loyers sont trop élevés, l'école coûte trop cher, la mobilité est de plus en plus coûteuse, l'eau et l'énergie ne sont plus des droits acquis et défendus en tant que tels, puisqu'on peut même être aujourd'hui quasi sans eau et sans électricité, par exemple, voire sans logement. Donc la pauvreté aujourd'hui, c'est une violence due à la désorganisation de ces politiques structurelles ou bien au non-choix politique fait, à la non-utilisation des ressources de l'État ou parce qu'on ne va pas chercher les ressources de l'État. Alors en chiffres, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on se base un peu sur les chiffres habituels utilisés au niveau européen, on nous dit en Wallonie qu'en fonction de ce que les ménages ont dans leur portefeuille, pour faire court, on serait entre 16 et 17% de ménages en situation de pauvreté. On nous dit qu'en fonction de statistiques qui portent sur est-ce que les ménages ont du travail ou pas, on fait de très mauvais résultats puisque la déstructuration du travail fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas moins d'emplois, mais il y a des emplois toujours moins confortables, avec des rémunérations moins élevées, avec du temps partiel, avec de l'intérim, avec des stages, avec des passages par des contrats différents, etc. Et puis on a aussi une troisième donnée pour évaluer la pauvreté, qui est ce qu'on appelle la déprivation matérielle des ménages. Et alors aujourd'hui, on a un peu de statistiques en termes de déprivation matérielle des ménages. Alors qu'est-ce que ça veut dire la déprivation matérielle ? C'est de quoi se prive volontairement un ménage qui n'a pas assez d'argent parmi des choses absolument nécessaires. On ne parle pas du tout de superflu. Donc c'est chauffer son logement correctement, manger des repas protéinés, est-ce que les enfants ont 2 paires de chaussures ou une seule ? Est-ce qu'on sait partir une semaine en vacances ? Est-ce qu'on sait épargner ? Il faut savoir qu'en Wallonie, il y a près de 40% des ménages n'ont pas d'épargne, ou quasi pas.
Quand on n'a pas d'épargne, on est déjà au bord du gouffre de la pauvreté, puisque tout le monde sait quand on vit que les aléas de la vie, il y en a pour tout le monde. Des aléas positifs, des aléas négatifs, des trucs impromptus, etc. Donc s'il n'y a rien en réserve parce qu'il faut consommer tout ce qu'on gagne sur le mois, c'est déjà foutu. Alors quand on agglutine, oui, et je disais donc la déprivation matérielle, maintenant elle est étudiée au niveau du ménage, donc de quoi se prive le ménage, et puis il y a eu des critères de déprivation matérielle qui concernent les enfants. Donc on a beaucoup entendu parler de ça dans la presse ces derniers jours, puisque la Fondation Rabaudouin a sorti le travail qu'Anne-Catherine Guillot et Frank Van den Broek ont mis en place. Ça me fait plaisir que Frank Van den Broek tout à coup réinvestisse bien la pauvreté, puisque n'oublions pas que c'est quand même le ministre de l'État social actif, donc il a été actif pour générer de la pauvreté à un moment donné, même si aujourd'hui comme chercheur il révise sa position et il s'intéresse à éliminer la pauvreté. Et quand on agglutine tous ces chiffres-là, en Wallonie on est à près de 27% de ménages considérés en risque ou en situation de pauvreté. Alors vous savez, moi le mot risque il me fait bien rire, parce que quand les fins de mois sont difficiles, quand c'est compliqué de trouver un logement, quand à un moment donné on est obligé de reporter des factures, quand il faut aller chercher des colis alimentaires, quand il faut passer au Resto du Cœur, quand il faut aller négocier avec l'école pour payer en retard, etc. On n'est plus en risque. On est en difficulté de devoir s'organiser tout le temps, en nécessité de quémander des délais, des aides, etc., et en surconditionnalité d'existence. Parce que n'oublions pas qu'obtenir des aides aujourd'hui, que ce soit dans un CPS ou certains autres dispositifs publics, ça demande de passer par une série de conditions, de montrer patte blanche, de déshabiller sa vie, de pouvoir démontrer qu'on est suffisamment appauvri pour avoir droit de bénéficier. Donc la pauvreté, c'est tout ça. Donc c'est bien sûr les chiffres, c'est bien sûr le portefeuille, mais c'est aussi cette réalité de ce que ça veut dire comme combativité des gens pour être plutôt dans la survie que dans la vie. C'est aussi manger, j'ai envie de dire, son temps, son énergie, sa créativité pour inventer des solutions finalement pour l'absolument nécessaire. Est-ce qu'il est normal que la traversée de la vie soit limitée à s'inquiéter de l'absolument nécessaire? Est-ce qu'il est normal que la traversée de la vie, ça soit juste être en ordre avec ses factures et ne rien pouvoir faire d'autre, donc payer le loyer, l'énergie, l'eau, l'alimentation, la mobilité, la santé et l'école des enfants, pour ne prendre que ces éléments-là, sans même encore parler de la culture, etc., et de n'avoir pas d'autre latitude. En principe, je pense qu'on est des êtres humains faits de pensée, de conscience, de désir, de plaisir, de projection dans l'avenir, et donc on doit avoir de la latitude. Donc la pauvreté, c'est aussi ce sacrifice que doivent faire les gens sur comment ils mangent leurs ressources pour arriver à tenir. Et donc, c'est faire perdre du potentiel aux gens. Donc, c'est appauvrir les autres richesses des gens. C'est appauvrir leur morale, c'est rendre des gens angoissés, stressés, apeurés, colériques, repliés sur eux-mêmes, n'ayant plus confiance dans les institutions, etc. Donc c'est matériel, mais très très vite on voit que ça atteint toutes les autres facettes de la vie. Et ça atteindra le lien social aussi. Ne prenons que la réalité du statut cohabitant qui est terriblement appauvrissant. Quand on est deux chômeurs qui vivent ensemble, on a des allocations diminuées, ou un bénéficiaire du revenu d'intégration sociale avec un travailleur, le bénéficiaire des allocations d'insertion va avoir une allocation diminuée. Donc c'est à tout moment, j'ai envie de dire, être vu dans la société comme s'il te plaît, sois en ordre avec tes papiers et tes factures, mais coûte-nous le moins possible. Alors qu'on devrait avoir une société qui dit « je soutiens les gens pour qu'ils puissent dépasser, c'est absolument nécessaire, pour pouvoir se projeter dans la vie ». Et justement, ce qui se passe pour l'instant, finalement, c'est pas la conséquence de politiques mises en place. C'est le système, serait-il à bout de souffle, là, et ne réussit plus à produire? On a vu l'émergence de travailleurs pauvres, par exemple, on peut en parler, oui. Mais également, au fond, toute une série de conséquences qui font que la pauvreté, c'est pas, comme on a tendance à le laisser penser, une fatalité. Non, exactement. C'est loin d'être une fatalité. C'est pas un choix d'un jour au matin se lever et dire pourvu que mes factures d'électricité soient plus élevées, pourvu que le loyer augmente, pourvu que mes enfants ratent à l'école, pourvu que le bus coûte encore plus cher, etc. Non, c'est l'état de pauvreté ne tombe pas sur la tête des gens du jour au lendemain. Il y a une série de droits qui devraient être garantis dans un État. Alors, nous avons des droits encore garantis, partiellement garantis, largement effrités.
parce qu'il y a une série de choix politiques qui sont posés, mais le choix politique qui repose sur des moyens financiers d'un État. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre, et c'est ça qui prédomine, des inégalités en termes de mobilisation des ressources pour remplir les caisses de l'État. Et donc, ces inégalités en matière de ressources pour remplir les caisses de l'État conduisent à avoir une vision néolibérale qui dit les services publics coûtent trop cher, les familles coûtent trop cher, les aides sociales coûtent trop cher. Donc, ces gens et leur réalité, ce seraient eux qui seraient finalement quasiment responsables de la dette de l'État. Et il faudrait, chez eux, encore comprimer, et utiliser la carotte et le bâton, donc exclure du chômage, sauf si on accepte n'importe quelle condition de travail ou n'importe quel travail, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un lien immédiat. Donc là, derrière, il y a évidemment la justice fiscale importante, il y a l'évasion fiscale importante, et donc on a la possibilité, en prenant les bonnes décisions, d'arriver à continuer à repenser, j'ai envie de dire, un modèle solidaire qui s'applique dans les faits à travers la matérialité de l'application des droits dans des lois, qui soit garantie, qui soit regarantie, parce qu'aujourd'hui on a un effritement qui est effrayant, qui doit être à la base du combat à mener pour éliminer cette pauvreté. La pauvreté, elle est éliminable. C'est une construction, donc une construction, on peut la déconstruire et on peut l'éliminer. On devra toujours garder un volet de sécurité sociale. Ce sera toujours important d'avoir des CPS, mais pas pour qu'ils soient engorgés comme aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné dans la vie, puisqu'on est des humains, on peut se prendre les pieds dans le tapis, on peut vivre quelque chose d'extrêmement dur, au fond qu'on soit soutenu. Mais normalement, ce passage par ces institutions, il devrait être momentané. Il devrait être tellement bien porteur qu'il soit pour un temps court, et pas comme aujourd'hui, où on est en train de créer finalement des secteurs d'activité qui vivent de la pauvreté. On crée des secteurs alimentaires qui vivent de la pauvreté, des secteurs de l'aide sociale qui vivent de la pauvreté, etc. Alors, je n'ai rien contre les travailleurs et les gens qui créent des projets pour essayer que les gens aient moins mal, mais on ne peut pas accepter que structurellement, il soit admis dans cette société qu'il y a une partie de la population qui peut bien vivre, j'ai envie de dire, de ce qui tombe de la table, de la part des riches, tant en termes de logement qu'en termes de mobilité, qu'en termes d'alimentation, etc., alors qu'un boulevard continuerait à être construit pour ceux dont on a décidé qu'ils pouvaient faire usage des moyens et des ressources, notamment de l'État, mais de la fiscalité, de l'argent privé, etc. Et donc on arrive effectivement à un système où on essaye constamment de réduire les frais, de réduire les coûts, et donc ça retombe sur les travailleurs. Il y a aussi un écart de richesse, et tu l'as dit, la question de la justice fiscale et de la fraude fiscale, insuffisamment pourchassée selon les uns et trop pour les autres. J'ai envie de te poser une question peut-être un peu plus taquine, si tu me le permets. C'est pas aussi la conséquence peut-être des associations de terrain qui ne font pas le travail nécessaire ? Alors, est-ce que c'est la conséquence des associations de terrain qui ne font pas le travail nécessaire ? Je ne sais pas si je dirais les choses comme ça. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que, au fil des années, je pense que, assez dramatiquement, la société a été dépolitisée. Alors, je dis a été, alors qui est responsable de la dépolitisation ? Il y a des acteurs qui probablement, pour qui c'est mieux que les gens soient peu politisés et que suivent comme des moutons. Je pense aussi qu'il y a eu dans le terrain associatif, à un moment donné, un investissement moins puissant sur une réflexion de ce que devait être l'organisation de la société, ses enjeux politiques, etc. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que le chemin qui se reconstruit, je crois, maintenant, et à prendre maintenant, c'est une repolitisation au sens grand P du terme, de l'ensemble des acteurs, et aussi des acteurs associatifs. Moi, je n'ai rien contre un acteur associatif qui, aujourd'hui, se dit, dans ma réalité, il y a plein de gens dans la difficulté, il faut créer une épicerie sociale, il faut faire des colis alimentaires. Par contre, j'ai quelque chose contre si, en même temps, à l'intérieur des acteurs qui portent ça, il n'y a pas un débat politique et une réflexion politique pour faire que ça ne doit être que momentané. Et donc, d'aller investir avec d'autres le champ de la compréhension et de l'analyse de pourquoi c'est nécessaire de le mettre en place momentanément, mais comment on induit dans la manière de le mettre en place et dans l'enjeu politique et le combat politique et donc la lutte collective, le fait que ça doit disparaître le plus vite possible. Or, le danger aujourd'hui, c'est quand on crée des secteurs, on crée des emplois, on prend des habitudes, on se résout à... et parfois, d'ailleurs, on est contraint à se résoudre à parce que son propre emploi
est en jeu par rapport à la réalité. Je vais prendre un exemple dans l'insertion socio-professionnelle. Voilà bien un terrain qui est bien en difficulté aujourd'hui, puisque l'insertion socio-professionnelle aujourd'hui est de plus en plus en but à devoir, j'ai envie de dire, livrer des informations concernant des gens qui viennent en formation vers des acteurs qui peuvent produire de l'exclusion et du contrôle et de la sanction. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est travailleur dans des associations d'insertion ? On joue le jeu et on se dit merde, ça me fait mal, mais il faut bien, moi c'est mon boulot, c'est mon job, etc. Ou on se met ensemble en se disant, allez, momentanément, il faut bien qu'on accepte les règles, mais quel combat est-ce qu'on mène à côté pour les démonter, ces règles, etc., etc. Alors on peut faire des liens aussi, je trouve, aujourd'hui. Moi, je trouve que les Gilets jaunes nous interrogent aujourd'hui. Tout à fait. Effectivement, les Gilets jaunes, sans doute, reposent la question de la politisation, en tout cas des questions politiques, et fort à propos. Et effectivement, comme tu le dis, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'insertion socio-professionnelle, qui est un peu le moment de la seconde chance pour les gens qui ont un peu raté le train de l'emploi ou de la formation dans leur jeunesse, et donc qui est tiraillé entre obligations, contraintes administratives, exigences d'un côté, et d'un autre côté, projet politique, au fond, projet simplement qui est au service de ceux qui le desservent. Annabelle, tu as une question ? Oui, je me demandais, au niveau du Brabant wallon, la pauvreté, quel visage elle a ? Est-ce qu'on peut faire un portrait robot un petit peu du pauvre ou de la personne précarisée qui est dans notre province, vu qu'on est tous actifs dans cette province du Brabant wallon, justement ? Et qui est riche. Et qui est riche, oui, c'est ça. Réputé pour riche. Je pense que probablement les particularités dans le Brabant wallon, quand je dis je pense, c'est parce que je ne me targue pas de connaître la réalité locale ancrée, mais il est très très clair que quand on vit la réalité de la pauvreté sur un territoire où la richesse est relativement importante, c'est terriblement difficile comment est-ce que je veux dire, de se révéler dans la difficulté et d'aller chercher de l'aide. Alors on peut être beaucoup plus dans un territoire comme celui-là, dans un rapport de charité par exemple, parce que le riche peut être mal à l'aise et se dire il faut tendre la main, etc. Mais on peut être aussi dans un rapport de chassons-les. Et je pense qu'il n'y a pas une seule réaction, mais chassons-les. On peut se poser la question, en partie dans le Brabant wallon et pas partout dans le Brabant wallon, loin de là, on sait qu'on a des communes qui ne souhaitent pas avoir du logement social, en disant ostensiblement, si on a du logement social, on va avoir des gens en difficulté, nous on n'a pas envie de ces gens-là, donc si possible qu'ils aillent ailleurs. On sait évidemment que dans le Brabant wallon, mais il n'y a pas que dans le Brabant wallon, mais enfin c'est assez fort que la pression foncière, immobilière, était énorme. Donc trouver du logement dans le Brabant wallon qui soit payable à hauteur de petits revenus du travail ou du chômage ou de revenus d'intégration sociale est extrêmement compliqué. Donc je pense que le choc de la confrontation de l'existence de la pauvreté au regard de l'intensité des richesses présentes est rude, est très difficile. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est magnifique là où il y a beaucoup de pauvres ensemble, mais ça ne va pas pouvoir s'exprimer de la même façon. Moi, j'ai déjà eu parfois des contacts avec des associations du Brabant wallon qui nous disaient venez nous aider à essayer de prendre de la place dans l'espace public, dans l'opinion publique, etc. Parce qu'on est petit et donc les gens... voilà. Et alors, parfois, la culpabilisation, le fait de... la grande réussite à côté de ce qui est considéré comme pas une réussite, parce que pour beaucoup de gens, encore, être pauvre, c'est parce qu'on n'a pas réussi par soi-même, alors que, je dis bien, c'est une construction avec toutes sortes de droits qui s'effritent, etc. Elle est mise en tension extrêmement forte. Je pense que ce qu'il faudrait... La Wallonie, elle est toute petite. Donc comment travaille-t-on à la solidarité wallonne ? Alors, belge aussi, si on veut, mais je veux dire, wallonne, puisqu'on parle de la Wallonie ici, ça serait important. Et donc d'arriver à créer des liens entre tous ces territoires géographiques, même en termes de solidarité intracommunale. Il y a un fonds des communes qui aide les communes les plus pauvres, mais il est insuffisant. Aujourd'hui, on sait que c'est les communes qui font le moins de recettes, qui ont le plus de gens en situation de pauvreté, donc qui ont le plus de dépenses à travers les aides publiques, les CPS, etc. Comment est-ce qu'on retravaille à compenser tout ça ? Moi, si une commune continue à ne pas vouloir de logement social, moi j'aurais envie de dire, alors faisons les banquets autrement.
qu'ils apportent de l'aide à d'autres, qui sont obligés d'assumer ce qu'ils n'assument pas, etc. Enfin voilà, on peut discuter tout ça. Merci Christine, et puis on pourra encore en parler très longuement. La pauvreté, quelque part, et malheureusement, est un puits sans fond, si je puis dire. Alors, Annabelle, tu vas nous parler d'une initiative de la Maison des Jeunes de Nivelles qui, eux aussi, ont des questions à poser. Bah oui, effectivement, juste avant le début de la 6e édition de Viva for Life, il y a les jeunes en fait de la MJ Squad, donc qui est située à Nivelles, qui se sont dit tiens, qu'est-ce que pensent les habitants de Nivelles de cette opération, et qui est quand même assez emblématique parce que répétée depuis plusieurs années. Donc, on va écouter les réactions des Nivellois. Donc forcément, ils font ça pour leur bonne image. Le demander sans consentement et le faire comme ça, c'est un peu abusé. On est toujours prêt à aider les gens en difficulté quand on est quelqu'un de normal. Par les jeunes de la MJ Squat, Maison des Jeunes de Nivelles. Pour la 2e année consécutive, Viva for Life s'installe à Nivelles pour 7 jours de défis, de spectacles et d'appels aux dons. De quoi susciter la curiosité et la réflexion à la Maison des Jeunes. Après une discussion enrichissante autour de l'émission avec Mounia, 16 ans, et Daniela, 17 ans, nous avons décidé d'aller plus loin dans notre réflexion en abordant les Nivellois dans la rue. Mais au fond, c'est quoi Viva for Life ? Je sais que c'est une organisation pour récolter de l'argent et qui s'organise en Nivelles. Alors je pense que c'est en fait gagner de l'argent pour les enfants malades ou les plus démunis en tout cas. Alors le concept, c'est récolter des fonds. Viva for Life est donc une opération de solidarité qui permet de récolter des dons au profit des enfants précarisés. Cet événement, organisé par la RTBF, commence le 17 octobre, jour de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Avec les jeunes, on s'est demandé qu'est-ce qui motivait vraiment les gens à participer à Viva for Life. Je pense que c'est quand même important d'aider son prochain et que vu que c'est quand même une noble cause et qui est quand même bien médiatisée, il y a moyen de faire quand même pas mal de choses, donc pourquoi pas y participer. Parce qu'il y a des célébrités qui viennent sur la Grand Place. On est toujours prêt à aider les gens en difficulté quand on est quelqu'un de normal. On se rend compte que la majorité des gens sont sensibles et touchés par la thématique. Alors pourquoi axer 80% du contenu de Viva for Life sur les présentateurs, les défis, les artistes, etc. N'est-ce pas mettre le sujet de la pauvreté au second plan ? C'est vrai que les présentateurs sont souvent plus ciblés que le sujet en lui-même, mais finalement, moi je trouve qu'ils arrivent à faire en sorte d'attirer les gens, mais pas assez les sensibiliser. Puis c'est justement ce qui fait la force du Viva for Life, c'est qu'il y a énormément de bruit autour, grâce aux animateurs, grâce aux chaînes de télé qui organisent ça, donc je pense que ça n'aurait pas ce charme-là si les animateurs ne participaient pas à ça. C'est plus médiatique qu'autre chose. Peut-être, mais sans présentateur, sans vedette au concert, il y aurait probablement beaucoup moins de personnes, beaucoup moins d'activités et beaucoup moins de rentrées. Donc il faut... c'est le win-win, je pense. Un autre fait qui nous a interpellés est le don à Viva for Life de Charles Michel. Un chèque de 100 000 € avait été libéré, argent directement pris dans les caisses de l'État. Nous rappelle-t-on pas sans cesse que l'État n'a pas assez d'argent ? Est-ce normal de faire don à une cause avec les impôts des citoyens ? Est-ce le rôle des politiciens ? Qu'en pensent les Nivellois ? Je trouve ça pas juste parce que lui-même, je pense qu'il a des revenus super élevés et que lui-même, il pouvait faire ses dons de son propre argent. Le demander sans consentement et le faire comme ça, c'est un peu abusé. Il aurait pu le faire avec son argent à lui plutôt que de prendre dans les caisses de l'État. Mais d'un côté, il ne faut pas se voiler la face. Les politiciens font avant tout ça pour se donner une bonne image. C'est parce que voilà, il y a les caméras qui sont là, donc forcément, ils font ça pour leur bonne image. Je pense que les politiques ne doivent pas se mêler d'associations caritatives. Point à la ligne. Malgré des sommes récoltées de plus en plus élevées, le problème de la précarité n'est toujours pas réglé. Alors, est-ce que Viva for Life aide vraiment ? N'y a-t-il pas d'autres solutions ? On préfère mieux et plus concret quoi. On pourra plutôt donner des travail aux parents. Ce serait aux plus fortunés de peut-être un peu plus donner. Des gens comme Charles Michel. Il pourrait faire un plus gros don, je sais pas, de sa poche à lui. Et si tous ses collègues s'y mettaient aussi faire des chèques, ce serait bien quoi. Ça c'est juste un scotch pour cacher la misère. Et ça n'est pas une solution finale. Tout ce qui est, pour moi, avec les impôts qu'on prend, et aider vraiment les gens qui sont dans la misère, et pas demander aux gens d'aider la misère. Une chose est sûre, il faudra bien plus que Viva for Life pour lutter contre la pauvreté. Une émission réalisée par Myriam, Mounia et Daniela, avec l'aide de la MJ Squat, Maison des Jeunes de Nivelles. Eh bien voilà Christine, ils n'ont pas leur langue en poche les jeunes, hein ?
Non, c'est bien. Et donc, merci bien à Maison des Jeunes et aux jeunes d'avoir pris ainsi la température de l'opinion nivelloise. Je voudrais préciser, avant de te donner la parole, Christine, et à toi, Annabelle, qui co-anime cette émission avec moi, que personne n'aura suggéré les questions à l'équipe qui a réalisé. Donc, c'est vraiment, ça vient d'eux, ça vient pas de nous. Nous n'avons rien orienté, promis, juré. Alors, on le voit, il y a des interventions qui sont assez intéressantes en termes de contenu. Christine, est-ce que tu as envie de réagir à une des quelques questions qui ont été posées, soulevées durant le micro-trottoir ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on entend que, des jeunes ont une certaine conscience politique. Là, ils se posent la question. Il y en a qui viennent sur l'impôt, sur pourquoi faire des dons. Est-ce que c'est du show, cette émission, à travers des vedettes, ou est-ce que vraiment ça va aider ? Est-ce que ça va régler le problème ? Est-ce que finalement il n'y a pas plus de pauvreté aujourd'hui qu'au début de l'opération ? Moi, je me souviens avoir dit à un travailleur de la RTB à un moment donné, qu'est-ce que vous expliquerez à la population quand, après 5 ans de Viva for Life, en fait, il y aura plus de pauvreté et donc l'opération n'aura pas participé à faire reculer. Elle aura aidé des associations à avoir un peu moins difficile, à créer un truc en plus, mais elle n'aura rien changé à la vie des familles et donc des enfants qui vivent dans la pauvreté. Donc, je trouve qu'ils sont assez avertis. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà un exemple de dispositif à soutenir, les maisons de jeunes, les organisations de jeunesse, etc., dans des quartiers avec des jeunes pour créer une conscience politique, pour créer de la réflexion collective, pour interroger le système et pour qu'ils puissent devenir des citoyens critiques qui s'intéressent à l'organisation de cette société dans le champ politique. Et je trouve qu'on l'entend et que ça, c'est des investissements pérennes que l'État doit faire. Si on veut lutter contre la pauvreté des familles et des enfants, il faut de l'investissement pérenne sur les droits de base, il faut de l'investissement pérenne sur la capacité de se développer un esprit critique qui alimente la société, qui réfléchit avec la société, qui a le droit de prendre la parole dans la société, d'être écouté, d'exercer finalement son droit de citoyen politique à tout moment dans la société pour être entendu et écouté par les décideurs. Alors 27 for Life, j'allais dire Viva for Life, pardon, je confonds les deux concepts. Viva for Life, c'est l'opération caritative. 27 for Life, c'est le miroir réfléchissant de l'opération caritative en quelque sorte. Il y a un phénomène qui s'est développé depuis quelques années, et je pense que c'est la question de la pauvrophobie. Quelque part, le fait justement qu'on stigmatisait les pauvres comme étant responsables et qu'il y ait presque quelque part un mépris qui était exprimé. Est-ce qu'on est encore dans la pauvrophobie maintenant ou est-ce qu'on en sort progressivement ? Est-ce que quelque chose émerge avec l'émergence des Gilets jaunes ? En tout cas, on est encore terriblement, je pense, et intensément dans la réalité qu'une grande partie de personnes dans la société et aussi de gens qui sont à la clé de la prise de décision pointent du doigt les personnes qui subissent cette pauvreté, cette exclusion, cette exploitation, etc., comme les responsables de leur situation. On est sur le champ de la méritocratie à tout crin. C'est par sa volonté individuelle, son talent individuel, etc., que les gens réussiraient, sans qu'on ne regarde dans quel environnement sont les gens pour pouvoir arriver à accéder et réussir. Et on sent que l'État est encore terriblement là-dedans et que dans la société, il y a cet esprit-là. On est encore dans la représentation que les gens ont commis des fautes, en quelque sorte. Oui, mais est-ce que ce n'est pas de leur faute ? Être pauvre, c'est probablement ne pas savoir calculer, c'est probablement être hyper consumériste, c'est probablement peut-être être un mauvais parent. Il y a des gens qui ont l'impression, quand on parle de parents pauvres, que c'est des parents imbéciles, qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants, etc. Or, pas plus là qu'ailleurs, il y a des gens sans intelligence, sans pertinence, etc. Mais comment est-ce qu'on fait avec le trop peu qu'on a ? Les gens font le mieux possible avec les richesses dont ils disposent, mais si elles sont plates, en argent, en relation, en confiance en eux, en manière dont ils sont considérés par la société, en emploi qu'on va leur offrir et tout ça, le mieux qu'ils peuvent, c'est le mieux qu'ils peuvent, mais c'est le mieux qu'ils peuvent avec le très peu qu'ils ont. Et donc, on est en train de leur dire, le mieux que tu peux, c'est quand même pas ça. Et c'est quand même de ta faute si tu ne fais quand même pas ça. Donc, je pense qu'on est quand même encore très très fort dans ce mouvement du jugement, du préjugé et de représentation erronée. Alors, est-ce qu'on en sort ? Moi, je me réjouis
qu'on sent qu'il y a l'émergence à différents endroits de manière de le nommer autrement. La pauvrophobie, c'est un type d'action, un type de campagne qui a lieu. Tiens, les gilets jaunes, les gilets jaunes, ça nous interpelle. Hein. Les gilets jaunes, c'est plutôt une classe moyenne insécurisée, qui dit « moi je ne sais plus épargner, je ne sais plus me faire plaisir, etc., qui est en train finalement, en se réveillant pour elle-même, de se rendre compte que peut-être ceux qu'elle-même, en partie critiquait avant, il y a peut-être des raisons en fait qui soient dans la dèche plus qu'eux, et qui craignent aujourd'hui d'y arriver. Donc je pense qu'on doit se saisir de tous ces moments-là pour faire convergence absolument. Et pour ça, il faut sortir des visions charitables. Alors, on pourrait encore discuter de la problématique tout l'après-midi, mais malheureusement, on a un timing assez serré à respecter. Merci beaucoup, Christine Mailly, en tout cas pour ton intervention passionnante et très intéressante. Et puis, on te retrouvera à 17h45 pour la conclusion de cet après-midi. Mais oui, parce qu'il est désormais l'heure de passer l'antenne à Laurence des équipes populaires et à Hyacinthe de Vie féminine qui vont nous parler d'ici quelques minutes de précarité dans les domaines de la petite enfance.